bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui et qui va donc porter sur la place, le rôle du stress du réticulum endoplasmique, également appelé la réponse aux protéines mal appareillées, UPR, dans la pathophysiologie des maladies chroniques du foie associées à l'obésité, AMI ou ANMI. Donc, je vais particulièrement aussi parler du rôle de la place d'IRE1 dans la transition stéatose-NASH aujourd'hui dans cette présentation. Donc, tout d'abord, l'obésité, c'est un problème de santé publique avec plus de 660 millions d'adultes obèses à travers le monde. Elle s'accompagne d'un cluster de maladies métaboliques, le diabète de type 2, l'artériosclérose et donc les maladies du foie gras. L'obésité augmente également l'incidence de développer certains types de cancers, comme le carcinome hépatocellulaire. Donc, le spectre des complications hépatiques commence... Il y a un pointeur, pardon. Je sais pas. La souris, voilà. Le spectre des complications hépatiques va commencer avec la stéatose, qui correspond à l'accumulation intrahépatique de lipides. Donc ce stade est bénin, peut évoluer vers la stéatohépatite qui va être caractérisée également par une inflammation, une souffrance hépatique, l'apparition de processus de mort cellulaire et de fibrose. Ce stade est plus délétère car il est évolutif et donc il peut aboutir à la cirrhose. Votre attention, s'il vous plaît. Le symposium Le visage des pathologies va débuter dans l'auditorium et la session recherche fondamentale dans la salle 120. Merci. Et donc le stade ultime de ces complications qui est l'hépatocarcinome. Donc il n'existe pas de traitement de ces pathologies, hormis les changements du style de vie. Ainsi, il est absolument crucial d'identifier les mécanismes moléculaires qui vont sous-tendre leur progression. Et parmi eux, donc la réponse UPR pourrait vraiment jouer un rôle important, car elle peut conduire à la fois à des désordres métaboliques, à des processus inflammatoires et des processus de mort cellulaire, donc qui sont vraiment importants tout du long, en particulier lors de la transition entre la stéatose et la NASH. Donc très brièvement, l'obésité s'accompagne donc au niveau du tissu adipeux périphérique, donc d'une résistance à l'insuline et d'une inflammation qui va aboutir à la libération d'acides gras directement par la veine porte au niveau des hépatocytes. L'accumulation intrahépatocytaire de lipides va induire des phénomènes de lipotoxicité, de stress oxydatif au niveau du réticulum endoplasmique qui vont enclencher des processus de mort cellulaire. Donc différents types de mort cellulaire ont été identifiés dans la NASH, par apoptose, par pyroptose qui va mobiliser l'inflammasome, plus récemment la ferroptose, donc via les lipides. Ces processus de mort cellulaire vont aboutir à la libération de signaux de danger, de débris cellulaires tels que les DAMS qui vont induire une réponse inflammatoire. Un cercle vicieux, inflammation, mort cellulaire va s'installer, aboutissant donc au recrutement de cellules immunitaires et à la progression vers des stades plus délétères avec l'apparition de fibrose, le priming des cellules stellaires, l'apparition de fibres de collagène. Également, l'intestin joue une place importante au niveau extrahépatique dans l'apparition de ces complications, avec notamment l'augmentation de la perméabilité intestinale et le passage de peptides microbiens tels que le LPS, qui va engager une inflammation. Donc le réticulum endoplasmique et particulièrement IRE1 vont jouer des rôles délétères, par exemple au niveau du tissu adipeux. IRE1 peut primer les macrophages M1, M2 et jouer un rôle important dans l'inflammation et l'apparition de la stéatose. Le réticulum endoplasmique au niveau des hépatocytes, au niveau hépatique, va jouer également un rôle dans la résistance à l'insuline, l'inflammation, l'activation de processus de mort cellulaire. Il contribue, IRE1, là aussi également, à primer, à engager les cellules stellaires, à les engager dans un processus de différenciation à la production de fibres de collagène. Également au niveau des cellules dendritiques, IRE1 a été montré pour pouvoir jouer un rôle vraiment important aussi dans l'activation de ces cellules. Donc moi je vais centrer mon talk plus particulièrement sur les hépatocytes et sur IRE1 et tout d'abord une vision un peu plus globale.
Donc, dans les cellules du foie, le réticulum endoplasmique, juste un petit rappel, c'est vraiment le lieu principal là où sont synthétisées les protéines. Donc, les hépatocytes, ce sont des cellules sécrétrices qui vont synthétiser les facteurs de coagulation, l'albumine. Donc, il va être beaucoup sollicité. On a du réticulum granuleux avec les ribosomes et lisses. Également, c'est l'endroit où sont synthétisés les lipides. Et donc, les NAFLD, c'est une maladie métabolique. Le métabolisme du glucose, du cholestérol. Et c'est aussi l'endroit où sont détoxifiés les xénobiotiques. Donc, d'un point de vue ultrastructural, il apparaît sous forme d'un réseau de tubules délicatement donc, apposés de membranes les unes aux autres. Donc ça, c'est quand il n'est pas stressé, donc au niveau de coupe, de section hépatique de souris. Et l'obésité va induire des perturbations donc, de ce réticulum endoplasmique. Donc ici, des gouttelettes lipidiques. Et on peut voir que le réticulum endoplasmique ici va gonfler et va se fragmenter en blanc. Il va s'apposer au niveau des mitochondries. Avec l'apparition de MAM dans l'obésité, donc de structures qui vont permettre le passage d'espèces lipidiques et de calcium. Donc cette réponse UPR, c'est une réponse adaptative, plutôt amie dans un premier temps. Donc lors de l'obésité, il va y avoir une accumulation de protéines mal appariées qui vont être perçues par 3 grands senseurs, que sont PERK, IRE1 et ATF6. Donc ces senseurs, ils sont présents dans la membrane sous forme monomérique et ils sont liés à la GRP78, une chaperonne. Et lors du stress, cette chaperonne va se décrocher pour aider au repliement des protéines mal conformées. Et ces 3 voies de signalisation vont s'activer et induire une reprogrammation transcriptionnelle de la cellule, donc visant à contrecarrer le stress, à la synthèse de chaperonne. Néanmoins, si ce stress devient trop soutenu, comme c'est le cas lors de l'obésité, eh bien, ces voies vont enclencher des processus inflammatoires et aboutir à la mort de la cellule par apoptose. Donc, d'un point de vue fondamental, il a été reporté que lors de l'obésité, en fait, il se reproduit un remodelage en fait, des membranes lipidiques, notamment au niveau du réticulum endoplasmique. Et ceci, en fait, est perçu par ces senseurs, par IRE1, PERK au niveau de leur domaine transmembranaire. Également, IRE1 possède au niveau luminal une poche qui ressemble au complexe majeur d'histocompatibilité qui lui permet de détecter, en fait, les protéines mal appariées. Et cela va engager les 3 voies. Également, la modification de la fluidité des membranes peut être perçue par d'autres récepteurs comme SERCA qui permettent l'uptake du calcium. Et SERCA va être inhibé par la modification de la fluidité des membranes, contribuant à diminuer donc, le calcium à l'intérieur du réticulum endoplasmique de la lumière. Les chaperones sont sensibles au calcium et donc elles vont moins bien fonctionner et donc les 3 voies vont être induites. Donc très brièvement, donc ces 3 voies vont mobiliser chacune un facteur de transcription spécifique, PERK, ATF4, IRE1, XBP1 et ATF6, ATF6 clivé. Donc ils vont se lier aux promoteurs de gènes qui vont induire des chaperones pour diminuer le stress. Également, va être activé des protéines qui sont impliquées dans l'élimination des protéines via le système ERAD. Mais l'activation donc soutenue de ces 3 voies va faire que ATF4, XBP1 et ATF6 vont se lier au promoteur de CHOP pro-apoptotique qui peut induire l'apoptose. Donc je vais vous parler un petit peu plus d'IRE1. Alors IRE1, c'est une protéine complètement remarquable dans l'évolution, c'est la plus conservée. IRE1 en effet possède à la fois une activité kinase et une activité endoribonucléase. Donc de par son activité kinase, elle va induire l'apoptose, la résistance à l'insuline, donc des caractéristiques pathophysiologiques des NAFLD. Elle peut induire également l'inflammation. Elle va réaliser le splicing non conventionnel d'XBP via son activité endoribonucléase, donc donnant naissance à XBP1S, un facteur de transcription puissant également dans la lipogénèse des novo.
Et via son activité RID, elle va dégrader des ARN messagers et des micro-ARN, tels que MIR17, augmentant l'expression de TXNP et activant l'inflammasome. Et donc, dans mes études, j'ai eu l'opportunité de caractériser l'inhibiteur endogène d'IRE1 dans le foie, qui est BAX inhibitor 1. En effet, BAX inhibitor 1 se lie à IRE1 et il fait compétition en fait, au site de liaison de BAX et de BAX qui induisent l'apoptose via IRE1. Donc, c'est vraiment une protéine qui induit potentiellement des désordres métaboliques, des processus de mort cellulaire et des réponses inflammatoires, donc qui pourraient vraiment jouer un rôle important dans cette transition entre la stéatose et la NASH. Donc, BAX inhibitor 1, elle est très fortement exprimée dans le foie. C'est une protéine anti-apoptotique. Dans les souris déficientes pour BI1, si on fait des procédures d'ischémie-reperfusion, elles sont vulnérabilisées donc à la mort cellulaire induite par de telles procédures. Ici, plus de mort cellulaire. Également, de façon remarquable, son expression génique diminue dans des modèles d'obésité induite par un régime gras ou génétiquement induite au niveau hépatique et corrèle aux désordres métaboliques, à leur sévérité. Et de façon remarquable, donc si on surexprime BI1, eh bien on va normaliser la glycémie, restaurer la sensibilité à la cellule, donc au sein de ces souris. Quant à IRE1, donc ici, je vous l'ai présenté donc, sous sa forme active dimérique. Donc elle va reconnaître les protéines mal appariées lors de l'obésité via son domaine luminal. Donc ceci va permettre son oligomérisation, la mise face à face des domaines kinases, sa transphosphorylation, son activation, qui va permettre son changement conformationnel et l'activation de l'activité RNase. Donc d'un point de vue de la régulation physiologique du métabolisme hépatique, elle exerce en basal, en steady state, des effets bénéfiques. En effet, il a été montré que son activité RID, par exemple, diminue les ARN messagers qui codent pour les cytochromes P450 qui sont impliqués dans le métabolisme de l'acétaminophène en composé toxique. Et également, elle peut répresser, cliver les MIR34 et 200 qui sont impliqués dans l'apparition de la stéatose. D'un point de vue pathophysiologique, c'est un des premiers marqueurs qui a été reporté, c'est le premier marqueur qui a été reporté comme étant important dans l'apparition du diabète de type 2, de la résistance à l'insuline et de la stéatose par l'équipe de Gotano Tamislinghi à Harvard via l'activation des JNK qui vont via IRE1, donc qui va bypasser l'action de l'insuline, conduisant à la stéatose. Depuis, le bras IRE1-XBP1 a été montré pour jouer un rôle vraiment important dans la lipogénèse des novos. Et également, le RID va cliver des ARN messagers, donc codant pour des protéines impliquant dans les processus de maintien de l'homéostasie lipidique. Également, donc, ces voies sont très importantes dans l'induction de processus apoptotiques. Donc, d'une façon générale, l'apoptose, les processus de mort cellulaire induits via l'ERE vont être relayés au niveau de la mitochondrie. Donc, soit par la libération de calcium qui va aboutir donc à la libération du cytochrome C et à l'activation caspase 3, 7 et à la mort cellulaire. Plus particulièrement au niveau des voies de l'UPR, PERC va mobiliser ATF4 et donc en combiné avec XBP1 et ATF6 vont induire l'augmentation de CHOP, diminuer l'expression d'antiapoptotiques tels que BCL2, augmenter les BH3 only tels que BAX et induire l'apoptose au niveau de la mitochondrie. Et là encore, IRE1 peut mobiliser les JNK et induire l'apoptose et aussi de façon remarquable fait un lien pour induire l'inflammasome et la mort cellulaire donc par pyroptose via l'activation des caspases inflammatoires. Donc, au sein de l'équipe, nous nous sommes intéressés donc, à mieux comprendre le rôle de ce tandem BI1-IRE1 dans la progression des complications hépatiques et aussi son dialogue avec l'inflammasome. Donc, dans une première étude, nous avions pu mettre en évidence qu'en effet, en tirant avantage de notre cohorte de patients présentant tous les stades de complications hépatiques, et bien qu'en effet, l'IR stress était bien induit dans la NASH et que les marqueurs de l'IR stress corrélaient à l'activation de l'inflammasome et à la sévérité des complications hépatiques ainsi qu'à la souffrance. Et dans cette étude, nous avions pu également mettre en évidence
un engagement des voies IRE1 et PERC via CHOP qui lie directement le promoteur de la caspasine et de la 11 et donc qui va induire de la pyroptose au sein de modèles murins de NASH. Et ces phénomènes étaient inhibés pharmacologiquement par l'utilisation d'un pan-inhibiteur, d'une chaperonne, le turo-ursodéoxycholique acide, au sein de modèles murins. Donc par la suite, on a voulu décortiquer un petit peu plus en détail le rôle d'IRE1. Donc on a vu que l'obésité diminue l'expression de BAX inhibiteur 1 et joue un rôle potentiellement dans la stéatose. Qu'en est-il dans la NASH? Est-ce que BI1 diminue? Est-ce que l'activité RNase augmente? Et quels sont les mécanismes moléculaires dépendants qui pourraient être impliqués dans cette transition? Donc, en effet, au sein de nos patients NASH, nous avons bien observé une diminution de l'expression de BI1 qui corrélait à une augmentation de la forme splicée d'XBP1, donc c'est le readout, le gold standard de l'activité RNase d'IRE1, et une augmentation de CHOP. Ensuite, nous avons tiré avantage de nos souris déficientes pour BI1 que l'on a challengé avec la tunicamycine, un inducteur de stress URE. Également, la tunicamycine injectée dans une souris contrôle va induire une stéatose transitoire. Et que se passe-t-il au sein de nos souris BI1? Eh bien, en fait, ces souris n'étaient plus capables de compenser le stress du réticulum endoplasmique qui devenait trop soutenu et elles ont développé une NASH. Donc, au niveau moléculaire, au niveau sérique, on a observé une augmentation de la souffrance reflétée ici par l'élévation des transaminases, une augmentation de la mort cellulaire par tunnel et aussi une apparition de fibrose plus importante au sein de ces sections hépatiques des souris invalidées pour BI1. Au niveau biochimique, l'invalidation de BI1 conduit à la suractivation de l'activité RNase d'IRE1. On a les marqueurs, donc XBP1 apparaît soutenu dans le temps, son expression. On a une compensation des deux autres bras, elles travaillent ensemble, donc avec une activation soutenue d'ATF4 et d'ATF6 et de CHOP. Également, cette augmentation de CHOP et de TXNIP va mobiliser l'inflammasome via l'élévation de la caspasine et plus d'hyalin bêta sécrété. Et au niveau des troubles métaboliques, dans ces souris, nous observions un uptake plus important dans des acides gras via CD36 et un blocage au niveau de l'export avec une diminution d'ApoB et moins d'ApoB sécrété aussi. Donc dans un modèle plus conventionnel de régime gras, donc on a pu mettre en évidence que ces souris prenaient plus de poids, qu'elles développaient un diabète de type 2, une intolérance au glucose. Elles développaient également plus de souffrance après 3 mois de régime. Et on retrouvait ici, après 3 mois de régime, les caractéristiques pathophysiologiques de la NASH avec une souffrance hépatique accrue, des foyers inflammatoires et plus de stéatose. Donc on a voulu savoir si ce phénotype était vraiment médié par l'activation d'IRE1. 2 semaines avant la fin du régime, on a utilisé des inhibiteurs spécifiques tels que le STF et le 4mu8C et on a pu mettre en évidence que ces traitements en fait, nous permettaient en fait, de corriger la NASH au sein de ces souris. Donc de ces études, il apparaît que l'activité RNase d'IRE1 joue vraiment un rôle important dans l'apparition des désordres métaboliques, dans la mobilisation de l'inflammasome, de l'apoptose, également dans l'apparition des cellules stellaires, et donc joue vraiment un rôle dans cette transition stéatose-NASH. Le ciblage de l'activité RNase d'IRE1 par ses composés ou par BI1 pourrait représenter une cible thérapeutique pertinente. D'une façon plus générale, dans l'obésité, les voies de l'UPR sont engagées de façon chronique. Et donc, les études ont reporté donc, à tous les stades en fait, un engagement de ces voies qui induit des désordres lipidiques, de mort cellulaire et d'inflammation de la NASH à l'apparition de l'hépatocarcinome. Donc on a un poster qui est plus dédié cette fois-ci à l'étude de cette activité RNase d'IRE1 dans le CHC. Et donc des inhibiteurs de ces voies existent et sont disponibles donc, de façon pharmacologique pour bloquer donc, différentes fonction de ces senseurs de l'UPR, donc de leur activité RNase, kinase pour IRE1 et pour PERC.
Et donc, en fait, cibler l'UPR pourrait vraiment être une cible pertinente dans la prise en charge thérapeutique donc, de ces complications à travers l'utilisation de ces inhibiteurs, seuls ou combinés, par exemple, avec des inhibiteurs de l'inflammasome qui sont aussi disponibles. Donc, je voudrais remercier les gens de mon équipe pour le soutien, pour ces belles études, également les sponsors. Et merci de votre attention.